Donc, on va corriger deux exercices de Phistat, de thermodynamique 3. Donc, pour le premier exercice, particule à une dimension. Donc, on considère une particule de masse m se déplaçant à une dimension. On veut calculer la fonction de partition z de cette particule dans deux cas. Au premier cas, quand elle est dans une boîte de longueur grand L et quand elle est soumise à un potentiel harmonique. On rappelle que la somme sur l'ensemble des états de la particule se ramène à sommer sur toutes les positions x et toutes les quantités de mouvement p possibles de la particule. On a donc l'expression suivante de la fonction de partition. Z est égal à l'intégrale, donc c'est une intégrale double ou triple, enfin tout dépend. Ici on est dans une position, donc on a du dx, et on a la différentielle de l'impulsion, donc de la quantité de mouvement, d'accord. Donc on peut avoir ici c'est du dpx, hein, on est sur une dimension, donc on pourra avoir du dpx, dpy, dpz, d'accord. Sur h bar en fait c'est la constante de Planck réduite, exponentielle moins bêta, bêta vous le connaissez, c'est le coefficient, donc c'est 1 sur kbt, donc c'est l'inverse du produit de la constante de Boltzmann, kb, par la température de mon système, le tout multiplié par grand H de xp, grand H et l'énergie en fait de mon système, c'est l'hamiltonien, qui décrit l'évolution de ma particule, donc qui est fonction donc, de la position de la particule et de la quantité de mouvement. Donc on va sommer sur toutes les positions et toutes les quantités de mouvement. Donc voilà l'expression de Z qui est à connaître, c'est du cours. Donc première question, on se place dans le cas d'une particule libre enfermée dans une boîte de longueur grand L, calculer la fonction de partition Z dans ce cas et en déduire l'énergie moyenne de la particule. Donc solution. Donc grand H de x de p, donc H c'est une fonction à deux variables, c'est l'hamiltonien, donc qui est fonction de la position x et de l'impulsion. On va considérer que c'est donc l'énergie d'un micro-état. Donc le micro-état relatif à une particule, la particule étant entièrement déterminée par la donnée de ces deux variables, c'est-à-dire sa position et son impulsion. Donc je vais modéliser à droite notre boîte de longueur L, donc on est à une dimension, donc entre 0 et L, x varie entre 0 et L, P bien évidemment est un réel, hein, on parle de l'impulsion d'une particule. Donc j'ai reposé ma fonction de partition, donc qui est donc l'intégrale des dx sur h bar, donc 10 par h bar, constante de Planck réduite. Je vous rappelle que h bar, quelque part, délimite un volume infinitésimal à travers h bar par h bar carré, ou h bar cube qui est le volume infinitésimal en delà duquel on ne peut pas considérer, je dirais, l'espace, discrétiser l'espace quelque part, hein. Et donc on va avoir bien évidemment nos particules n'ont pas de potentiel, ok, et donc l'énergie de notre microétat est donnée par en fait l'énergie cinétique. L'énergie cinétique c'est 1/2 de mv2, mais P égale mv. Vous en déduisez que vous pouvez exprimer donc l'énergie de votre système, d'accord, en fonction de votre système de particules unitaires, en fonction en fait de sa quantité de mouvement. Et donc l'hamiltonien de x de p sera égal à p carré sur 2m. Ok. Donc on a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir intégrer notre fonction de partition sur les données d'espace et d'impulsion. Eh bien, on peut sortir de l'intégrale 1 sur h bar, car h bar ne dépend pas des variables d'intégration des x dp qui sont des variables d'intégration muettes, d'accord. Donc je le sors de mon intégrale, j'ai du 1 sur h bar comme préfacteur. X varie entre 0 et L, hein, c'est donc X, donc c'est une variable d'espace, donc monodimensionnelle, donc je fais varier ma différentielle de X entre 0 et L, donc ce sont les bornes d'intégration, d'accord. Par contre, ma quantité de mouvement, elle peut prendre une infinité de valeurs discrètes, d'accord, entre moins l'infini plus l'infini, puisqu'on considère la valeur algébrique de la quantité de mouvement. Si on considère un axe orienté vers la droite, la quantité de mouvement P algébriquement sera positive si la flèche pointe vers la droite, et négatif vers la gauche. Je vous rappelle que P, le vecteur quantité de mouvement, j'ai oublié la petite flèche au-dessus, c'est un vecteur, d'accord. Donc il a une projection algébrique suivant les différents axes, ici en l'occurrence l'axe des X. Ok. Donc j'intègre entre moins l'infini et plus l'infini dp, de quoi exponentielle moins bêta fois mon hamiltonien, et mon hamiltonien c'est p carré sur 2m, ça correspond à l'énergie cinétique de la particule. Je vous rappelle que p, en fait, c'est la variable cachée qui se cache derrière p, c'est la vitesse, ok. Bien, bah écoutez, il suffit simplement de savoir, de connaître ce résultat sur la gaussienne. Je vous fais une petite aparté, j'ai fait toute une vidéo, il y a un moment de ça sur la gaussienne, qui est vraiment super, elle fait 30 minutes, elle est expert exhaustive, et j'explicite tout ce qu'il faut savoir en gros sur la gaussienne. Donc, vous savez bien évidemment donc, euh, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins bêta, alors j'ai pris bêta, là c'est pas très malin de ma part, parce que c'est pas le même bêta ici, ça pourrait être alpha, hein. C'est pas le même bêta qu'ici, d'accord. Bon, ici c'est le bêta qui a vraiment un sens physique en thermodynamique, qui est 1 sur kbt.
Donc c'est l'inverse du produit entre la constante de Boltzmann et la température de mon système. Ici j'ai pris un bêta au même titre que j'aurais pu prendre alpha, gamma, delta, d'accord, c'est une variable annuelle. C'est pour dire que l'intégrale d'exponentielle moins alpha x2 est égale à racine de pi sur alpha, d'accord. Donc on en déduit automatiquement que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la différentielle de p exponentielle moins bêta, où bêta c'est le facteur donc thermodynamique, hein, 1 sur kbt, d'accord, pas un bêta quelconque, p carré sur 2m vaut racine de 2πm sur bêta, d'accord. Et bien évidemment, si on intègre la différentielle de x entre 0 et l, on obtient grand L, ok. D'où l'expression de notre fonction de partition de notre particule. Ben, notre fonction de partition z va être égale à 1 sur h bar multiplié par grand L, la dimension de notre boîte, multiplié par racine de 2πm sur bêta. Autrement dit, bon, je fais rentrer ce qu'il y a à rentrer sous la racine carrée. C'est la racine carrée de 2πm kbt. Donc voilà, j'ai substitué bêta par sa valeur. Donc bêta vaut 1 sur kbt. Donc 1 sur bêta vaut kbt. Sur, je fais rentrer la constante de Planck réduite h bar sous ma racine carrée. Et donc sur h bar carré. Bon, et ceci finalement on peut le mettre sur de la forme grand L divisé par lambda dB, où lambda est la longueur d'onde de De Broglie. Ok. Je vous rappelle donc la longueur d'onde de De Broglie exprimée en mètres, qui quelque part caractérise l'action de mon système. Hein. C'est une grandeur physique qui a un sens au niveau dimensionnel. Hein. Donc c'est h bar sur la racine carrée de 2πm kbt. D'accord. Donc la longueur d'onde de Broglie est directement proportionnelle en fait à la constante de Planck réduite via un préfacteur hein, qui varie en inverse de la racine carrée de kbt. Autrement dit, plus la température augmente, plus cette longueur d'onde diminue. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans des considérations de grandeur dimensionnelle, c'est pas l'objet du problème. Alors, on me demande donc l'énergie moyenne. L'énergie moyenne, ben, vous le savez, hein, c'est l'opposé de la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta du logarithme népérien de ma fonction de partition. Ok. Donc on dérive par rapport à bêta, bêta le paramètre 1 sur kbt. Hein, ok. Donc la valeur moyenne de l'énergie de mon système, c'est donc l'opposé de la dérivée partielle par rapport à bêta, donc du logarithme de 1 sur racine de bêta, qui vaut donc 1 sur 2 bêta. Autrement dit, la valeur moyenne de mon énergie, l'énergie de mon système, est égale à Kb, constante de Boltzmann, réduite, multipliée par la température de mon système via un facteur 1,5. Ok. Donc cette énergie moyenne ne dépend que de l'agitation thermique en fait macroscopique de mon système, à savoir la température. Ok. Alors B, on nous pose donc on nous demande de résoudre le problème, donc on nous pose la même question, donc la fonction de partition de mon système, pour une particule cette fois-ci dont le mouvement n'est plus limité, d'accord, mais soumis à un potentiel V de x. Bon, V de x c'est un potentiel de type harmonique, si vous connaissez bien le principe des oscillateurs harmoniques, donc c'est un modèle qui dérive du modèle du ressort élastique, où vous avez donc un ressort qui est donc fixé à deux extrémités, vous l'étirez, il va osciller autour de sa position d'équilibre, la force c'est F égale moins Kx, F égale moins grade de V, bon ça dérive d'un potentiel, d'accord, vous avez oméga la pulsation de mon ressort, de mon oscillateur harmonique, puisqu'il oscille en cosinus oméga t, d'accord, donc on a donc un potentiel qui est introduit, et on nous demande donc de calculer avec ce potentiel supplémentaire, considérant que la particule donc n'est plus limitée mais soumise donc à un potentiel, la fonction de partition. Bien, bah, qu'à cela ne tienne, on pose. Donc à ce fois-ci, donc l'énergie va être la somme d'une énergie cinétique et d'une énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique de ma particule ne change pas. Toujours un demi de mv au carré. Autrement dit, comme P égale mv, on l'exprime en fonction de la quantité de mouvement, qui est ici la variable de mon système, c'est la deuxième variable de mon Hamiltonien. Autrement dit, l'énergie cinétique, ça reste toujours donc P carré sur 2 fois la masse de la particule, plus une valeur de potentiel, ok. Ce potentiel étant un demi de m, proportionnel au carré de la pulsation de la particule, proportionnel à la position de ma particule dans mon puits de potentiel infini. Ok. Qu'à cela ne tienne, on pose donc maintenant l'intégrale, et on a donc que la fonction de partition de notre système vaut toujours 1 sur h bar, hein, constante de Planck réduite. On intègre, ben, c'est une intégrale simple spatiale par rapport à x, donc différentielle de x. Une intégrale par rapport à la différentielle de p, cette fois-ci p, bon, on va voir qui varie entre moins l'infini plus l'infini toujours. Et cette fois-ci exponentielle moins bêta fois h,
on utilise, donc h étant égal à cette somme, on utilise la propriété de l'exponentielle, je scinde mon exponentielle en un produit de deux exponentielles, puisque l'exponentielle de a plus b, c'est le produit des exponentielles de a par l'exponentielle de b. Donc j'ai un premier préfacteur en exponentielle qui est exponentielle moins bêta p carré sur 2m, qui correspond au facteur d'exponentiation relatif à mon énergie cinétique. Et j'ai un deuxième préfacteur, cette fois-ci, qui intervient, c'est la grande différence donc avec l'introduction d'un potentiel harmonique, qui est donc exponentielle moins bêta m oméga carré x carré sur 2, qui correspond donc au potentiel harmonique de ma particule. Donc on va utiliser encore une fois donc le résultat de la gaussienne. Alors petit aparté, allez voir encore vraiment cette vidéo que j'ai fait sur la gaussienne. Je pense que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne jusqu'à présent. L'une des meilleures, hein, l'une des meilleures on va dire, où j'explique tout sur la gaussienne si vous avez un doute avec ça. Donc je vous rappelle donc, et puis d'ailleurs dans la vidéo j'explique comment calculer cette intégrale double, cette intégrale, cette gaussienne. Autrement dit, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins alpha x carré dx, où alpha est réel bien évidemment, c'est égal à racine de pi sur alpha. Bon ben on va donc utiliser ce résultat, et on obtient donc, puisque alpha ici, c'est bêta m oméga carré sur 2, hein, donc je remplace alpha par bêta m oméga carré sur 2, et j'obtiens donc mon résultat. On a donc que la fonction de partition de mon système, donc de ma particule soumise à un puits de potentiel infini, donc qui a une certaine énergie cinétique qui est p carré sur 2m et qui est soumise à un potentiel de type harmonique en 1,5 de oméga x carré, eh bien cette fonction de partition vaut 1 sur h bar, la racine carrée de 2 fois la constante de Boltzmann par la température multipliée par la masse de ma particule multipliée par pi, multiplié par la racine carrée de 2 fois pi, fois la constante de Boltzmann multipliée par la température sur un oméga carré. Alors bien évidemment, on va regrouper les termes qu'il y a regroupés, et on obtient que finalement, notre fonction de partition s'exprime sous la forme kb t sur h bar oméga. Autrement dit, notre fonction de partition, elle est proportionnelle donc, à la température, elle est inversement proportionnelle à la pulsation de mon système. Autrement dit, j'ai un potentiel harmonique avec une pulsation très très importante, la fonction de partition va diminuer. Voilà, bon, Kb, constante de Boltzmann, et h bar étant des constantes universelles en thermodynamique, notamment. Bon, h bar pas seulement, la constante de Planck, elle intervient beaucoup en mécanique quantique. Ok, et donc l'énergie, cette fois-ci moyenne de notre système, c'est kBt. Autrement dit, l'énergie de notre système est double, de l'énergie de notre système que l'on aurait obtenue sans l'intervention d'un potentiel harmonique. Alors, on nous demande quelle est la probabilité que la particule se trouve donc dans la position située entre x et x plus dx, donc dx est un élément infinitésimal, donc de variation par rapport à la position de base x, dans chacun des cas. Alors, solution, donc dans le premier cas, donc pour un microétat donc, qui est caractérisé par les deux variables, donc le microétat est entièrement caractérisé pour ma particule si je connais sa position et son impulsion, ok? Bien, la densité de probabilité d'un état est, du cours, la P de X et de P. P pour probabilité, hein. X ici c'est la position, ce P ici bien évidemment, c'est l'impulsion, hein, d'accord, c'est produit de M par V, par la vitesse, rien à voir avec P. Donc la probabilité qui dépend de la position de ma particule et de son impulsion est donnée par exponentielle moins donc bêta, donc qui est 1 sur kbt, multiplié par l'hamiltonien de x et de l'impulsion, le tout divisé par ma fonction de partition. Ok. Aussi, dans le premier cas, donc la probabilité de trouver la particule p de x et de p, donc ok, ça c'est une probabilité en absolu. Maintenant, il faut introduire l'élément différentiel dans l'espace des phases, hein, d'accord? Donc il faut multiplier cette probabilité intrinsèque par dx dp sur h bar qui constitue mon élément différentiel d'intégration dans l'espace des phases, ok? Donc on a déduit que la probabilité p de x est égale à l'intégrale donc de la différentielle de l'impulsion, mon impulsion prenant toutes les valeurs continues possibles entre moins l'infini plus l'infini, puisqu'on la considère donc algébriquement, donc on fait une sommation sur toutes les impulsions, multipliée par exponentielle moins bêta, bêta étant le coefficient 1 sur kbt, je vous rappelle, kb constante de Boltzmann, t température,
multiplié par mon Hamiltonien, grand H, qui dépend des variables d'espace x et d'impulsion p, divisé par ma fonction de partition z, le tout donc multiplié par dx h bar. J'oublie l'intégrale ici, vous la rajouterez. Non, je n'ai pas oublié l'intégrale puisqu'on intègre entre x et x plus dx, d'accord? Autrement dit, p de x est égal à dx sur z h bar, multiplié par l'intégrale, donc sur toutes les positions des dp exponentielle moins bêta p carré sur 2m, pour les mêmes considérations précédentes de l'intégrale gaussienne, dont je vous ai donné la valeur ici, donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins alpha x carré, c'est racine de pi sur alpha. Ici, alpha, ça vaut moins bêta sur 2m, hein, x, c'est p à l'intégration, donc cette intégrale vaut racine de pi m k bt. On en déduit donc que P de x dans le premier cas où il n'y a pas de potentiel harmonique, mais simplement une énergie cinétique de ma particule, est égal à dx sur grand L si x décrit l'intervalle 0L. Et P de x égale 0 sinon. Donc on peut normaliser, hein, bien évidemment, on voit que c'est normalisé, l'intégrale de 0 à L de dx sur L, ça vaut 1. Alors dans le deuxième cas, qu'est-ce qui change? En fait, l'exponentielle moins bêta grand H, en fait, je la scinde en exponentielle, donc d'une somme qui est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Je peux sortir de ma variable d'intégration l'énergie potentielle en exponentielle moins bêta m oméga carré x carré sur 2 puisqu'elle ne dépend pas de ma variable d'intégration puisqu'on intègre ici sur toutes les impulsions. On considère P de x, d'accord? Donc c'est comme si vous faisiez une loi totale de probabilité P de x, d'accord? Vous cherchez vous avez P de x et de P, mais si vous voulez P de x, vous intégrez P de x et de P sur toutes les variables de P, ok? Donc c'est ce que je fais ici. Autrement dit, P de x, donc la probabilité que ma particule à un instant donné se trouve à la position donc d'abscisse x dans mon puits de potentiel infini x, est donnée par différentiel de x, dx, l'élément de dx infinitésimal, multiplié par la constante de Planck réduite h bar, multiplié par la pulsation oméga donnée dans mon potentiel harmonique, divisé par h bar kbt, donc il y a du h bar, il va y avoir des simplifications, exponentielle moins bêta m oméga carré x carré sur 2 multiplié par donc la valeur de cette intégrale gaussienne qui est donc racine de 2 pi m kbt. D'où l'expression finale de ma probabilité. Donc dans le deuxième cas, dans le cas où ma particule est soumise également à un potentiel de type harmonique, p de x qui vaut donc dx, la racine carrée de m oméga carré sur 2 pi kbt fois l'exponentielle de moins bêta m oméga carré x carré sur 2. Ok. Donc j'ai tracé dans les deux cas, donc à gauche, le premier cas, ma probabilité, on voit qu'elle est constante, hein, c'est dx sur L s'il n'y a pas de potentiel de type harmonique. Si ma particule est soumise simplement à son énergie cinétique, donc j'ai une probabilité constante qui est dx sur L, hein, qui dépend en fait de la largeur de mon puits de potentiel, hein, donc cette hauteur-là, elle va dépendre de la puits de potentiel. Plus on aura une largeur faible, plus on aura une probabilité importante, c'est normal. Dans l'absolu, lorsque la largeur tend vers 0, ma particule elle est de plus en plus localisée. Tandis que si je fais tendre L vers l'infini, dx sur dl, ça va devenir de plus en plus petit, on va avoir ma particule va être de moins en moins localisée. D'accord? Donc c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, écoutez, je l'ai tracé, c'est une gaussienne, d'accord, qui est autour d'une valeur moyenne. Ici, ça doit être la valeur moyenne, je pense, au milieu de mon puits de potentiel. Donc je vous ai tracé donc un demi de m oméga carré x carré, et je vous ai tracé donc la gaussienne en noir, qui correspond, l'écart type de ma gaussienne étant donné par racine de kbt sur m oméga carré. Okay. Autrement dit, dans le cas d'un potentiel harmonique, on va avoir une probabilité qui va être autour de la position d'équilibre, je pense, de la particule. Alors, on nous demande, dans le second cas, donc dans le cadre où notre particule est soumise à un potentiel de type harmonique, de calculer la valeur moyenne de x et la valeur moyenne de x au carré. D'en déduire l'énergie potentielle moyenne, donc la valeur moyenne de l'énergie potentielle, et l'énergie cinétique moyenne, EC. Alors, dans le premier cas, donc je vous rappelle, notre particule n'est soumise à aucun potentiel. Elle a simplement une énergie de type cinétique, qui est donnée par p carré sur 2m, d'accord? P étant la constante de mouvement, qui est égale au produit de la masse par la vitesse de ma particule, vitesse en norme. Et j'ai la valeur moyenne de x, qui vaut donc l'intégrale de 0 à grand L, puisque j'intègre sur la largeur de mon puits de potentiel unidimensionnel, dx sur grand L, dx. Bon, l'intégrale de x c'est x carré sur 2, donc c'est égal à x carré sur 2 compris entre 0 et grand L, multiplié par 1 sur grand L, autrement dit la valeur moyenne de ma position c'est L sur 2. Bon, voilà, il n'y a rien de nouveau
rien de transcendantal. Ma particule va osciller autour d'une valeur de moyenne. La valeur moyenne, c'est quoi? C'est la moitié de la largeur de mon puits de potentiel. Alors, la valeur moyenne de x au carré, ben, c'est qu'à cela ne tienne, on le pose. Donc, c'est l'intégrale de 0 à L de dx fois x carré sur L. C'est donc 1 sur L, x cube sur 3, compris à calculer entre ces bornes 0 et grand L. C'est donc L carré sur 3. On en déduit sigma x, donc l'écart type qui est donc égal à la racine carrée des écarts des carrés à la moyenne. Autrement dit, c'est la racine carrée donc de la valeur moyenne de x au carré moins la valeur moyenne de x, le tout au carré. Donc je l'ai calculé, vous obtenez L sur 2 racine de 3. On a une valeur moyenne de mon énergie potentielle qui est nulle, puisque les particules, en fait, la particule, je pense, elle a une quantité de mouvement qui peut être positive, négative. Bon, intuitivement, on arrive à le comprendre. Voilà. Et on a une énergie cinétique qui est donnée par kBt sur 2, donc proportionnelle à la température. Alors, dans le cas numéro 2, ben, on est dans un cas un petit peu plus complexe. On a donc un cas discret. Notre valeur moyenne de x, ça va être intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx fois x fois effectivement mon potentiel harmonique. Bon, je ne vais pas détailler ici, exponentielle moins quelque chose en x carré. Vous obtenez que la valeur moyenne de x au carré, c'est donc le carré de l'écart type, c'est égal à kBt sur m oméga carré. Autrement dit, là, cette valeur moyenne, donc proportionnelle à la température, inversement proportionnelle au carré de la pulsation de mon oscillateur harmonique. La valeur moyenne de mon énergie cinétique, de mon énergie potentielle, c'est la valeur moyenne de mon potentiel harmonique, c'est-à-dire la valeur moyenne de 1,5 de m masse de particules oméga pulsation de mon oscillateur harmonique au carré multiplié par le carré, la valeur moyenne de x carré. M, oméga sont des constantes, je les sors de ma valeur moyenne, autrement dit, c'est égal à 1,5 de m oméga carré par la valeur moyenne de x au carré. On obtient que c'est donc égal à kBt sur 2. Donc voilà pour cet exercice. On va faire maintenant un deuxième exercice de Fistac de thermodynamique sur les gaz parfaits et l'entropie de mélange. Alors, on considère un gaz parfait contenant grand N molécules identiques, supposées indépendantes, dans une enceinte de volume grand V, en contact avec un thermostat à la température grand T. On nous demande A de calculer la fonction de partition grand Z. On l'exprimera en fonction de la longueur d'onde thermique de Broglie, de Broglie, lambda, où lambda vaut la racine carrée de h carré sur 2pi, donc h constante de Planck, multiplié par la masse, multiplié par kb, donc k c'est un k, ça c'est un k, c'est la constante de Boltzmann, réduite kbt, ici c'est h bar, non c'est pas h bar, c'est h, donc c'est pas la constante de Planck réduite, c'est la constante de Planck, donc je vous rappelle c'est du 6, 10-34, joules seconde je crois, voilà, et température. Alors, solution. Quand on entend le mot identique, il faut traduire par indiscernable. Dire que les particules sont indépendantes également, c'est dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules. Et donc, on va négliger un potentiel d'interaction. Okay, c'est dire qu'en fait, les particules, si elles n'interagissent pas, elles sont soumises uniquement à leur énergie cinétique. Donc, l'hamiltonien d'une particule H indice I va être égal donc, au module carré du vecteur impulsion, divisé par 2 fois MI, MI étant la masse de la IM particule. Et donc, mon hamiltonien total va être la somme des hamiltoniens respectifs de toutes mes particules. Autrement dit, ça va être une somme discrète sur I étant l'ensemble de mes particules, des PI carrés sur 2MI. Donc, je vous rappelle la fonction de partition d'une seule particule. Z est donné par 1 sur H cube. L'intégrale de volume, cette fois-ci, donc le long de dr, R étant mon vecteur spatial. Hein. Vous pouvez considérer que dr, dans du dr, vous avez du x, vous avez du y et du z, d'accord, puisqu'on intègre sur tout l'espace, un espace de volume. Et ensuite, on intègre cette fois-ci également sur R3 la différentielle de mon impulsion, d'accord, exponentielle moins bêta, p carré sur 2m. Bon, pour calculer donc cette intégrale, on va utiliser le résultat connu donc sur l'intégrale gaussienne, encore une fois. Donc, je pense maintenant vous devrez connaître assez plus ou moins par cœur. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des dt exponentielle moins alpha t carré, c'est racine de pi sur alpha. Donc, on en déduit la fonction de partition pour donc, une particule, qui est donc égale à v, donc le volume d'espace, sur h bar au cube, constante de Planck réduite, multiplié par au cube, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des dpx,
donc dpx, là on intègre la différentielle de la quantité de mouvement, donc suivant x, exponentielle moins bêta, px carré sur 2m. Donc cette intégrale vaut donc racine de pi m kbt. Autrement dit, la fonction de partition de notre particule va se mettre sous la forme donc grand V, donc le volume, que je divise par lambda cube. Donc ça, maintenant, donc on en peut en déduire donc la fonction de partition donc pour grand N particules, grand Z qui vaut donc 1 sur n factoriel, ce n factoriel donc qui vient de l'indiscernabilité des molécules, d'accord, des particules, multiplié par petit z, donc qui est notre façon de partition d'une particule à la puissance n. Donc on nous demande maintenant d'en déduire l'énergie cinétique moyenne en fonction de n, donc du nombre de particules totales de mon système, et de la température grand T, ainsi que l'énergie libre, donc l'énergie libre, je vous le rappelle, c'est grand F, qui est égal à E moins TS, bon, et la pression. Donc solution, donc l'énergie, la valeur moyenne de l'énergie se calcule toujours de la même manière, c'est égal à l'opposé de la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta, du logarithme népérien, c'est un logarithme népérien, c'est pas un logarithme en base 10, de ma fonction de partition, ok? Et bien évidemment, bêta, c'est égal à l'inverse de la température multiplié par l'inverse de la constante de Boltzmann. Donc à cela ne tienne, on calcule, donc c'est égal à moins grand N, le nombre de particules, multiplié par la dérivée partielle par rapport à bêta, du logarithme népérien de V sur H cube, fois 2pi m, constante de Boltzmann, fois T, T ici la température, puissance 3,5. Autrement dit, la valeur moyenne donc, de mon énergie vaut moins 3n sur 2, la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta, du logarithme népérien de 1 sur bêta. Le logarithme népérien de 1 sur x, c'est moins le logarithme népérien de x. Autrement dit, en calculant cette dérivée partielle, on obtient que notre valeur moyenne d'énergie est égale à 3,5 multiplié par le nombre de particules grand N, multiplié par la constante de Boltzmann Kb, multiplié par la température de mon système thermodynamique. Alors, on peut maintenant, à présent, en déduire l'enthalpie libre, d'accord? Grand F est donné par kBt logarithme népérien de grand Z, fonction de partition. Autrement dit, c'est moins fois la constante de Boltzmann multiplié par la température multiplié par le logarithme népérien de V puissance n sur n factoriel lambda puissance 3n. Grand F qui vaut donc moins n kBt logarithme népérien de V sur lambda cube plus kBt logarithme népérien du nombre de particules. La pression est donnée par la formule moins l'opposé de la dérivée partielle de l'enthalpie libre, grand F, par rapport au volume considéré de mon système thermodynamique. Et donc c'est égal à n, au produit du nombre de particules multiplié par la constante de Boltzmann, multiplié par la température divisé par le volume. Alors on considère que c'est donc proportionnel à cette pression et donc proportionnel directement à la température, puisque le nombre de particules grand N est fixé. La constante de Boltzmann, c'est une constante thermodynamique intrinsèque, et V bien évidemment c'est le volume dans lequel on étudie le système. Donc bon, on peut éventuellement jouer sur le volume. C'est tout à fait logique que si le volume augmente, la pression va diminuer, d'accord? Bon, et si on trace P à T fixé en fonction du volume, on va obtenir une courbe un peu comme ceci, hein, une courbe en 1 sur x, d'accord? Bon, ce qui est logique. Alors, je vous rappelle le lien qui lie en fait l'enthalpie libre grand F à l'énergie et à mon entropie grand S. En fait, vous devez savoir que grand F, je ne l'ai pas noté ici, mais bon, je vous le dis à haute voix, grand F, l'enthalpie libre, se calcule comme étant la différence entre mon énergie grand E, ici mon énergie moyenne, et le produit de la température par l'entropie. Donc grand F égale grand E moins TS. On en déduit donc que l'entropie de mon système est égale à la différence entre l'énergie de mon système, ici l'énergie, la valeur moyenne de l'énergie, donc, et l'enthalpie libre, grand F, divisé par la température de mon système. Autrement dit, l'entropie de mon système, grand S, est égale à 3,5 de nkb plus nkb logarithme népérien de V sur lambda cube moins kb logarithme népérien de grand N. D'où grand S égale 3,5 de n fois kb, constante de Boltzmann, plus n, nombre de particules, fois kb, logarithme népérien du volume sur lambda cube, moins n, nombre de particules, kb, fois logarithme népérien de n, plus nkb. Autrement dit, l'entropie de notre système est 5,5 de nkb plus nkb logarithme népérien de V sur lambda cube n, qui peut se factoriser sous cette forme. Autrement dit, l'entropie de mon système est proportionnelle au nombre de particules de mon système par la constante de Boltzmann via un facteur 5,5 plus logarithme népérien de V sur lambda cube n.
Bon, on pose, il est d'usage de poser grand R, bon, une constante qui est égale au produit entre mon nombre de particules et la constante de Boltzmann. En posant grand R égale mkb, donc on obtient que c'est égal à R log de V plus 3 demi de R log de T plus constant. Bon, c'est un peu sous cette expression qu'on peut travailler d'un point de vue diagramme, d'un point de vue représentation graphique, ce que l'on vient d'établir comme résultat. Alors on considère maintenant une enceinte séparée de deux compartiments par une paroi. On a donc deux sous-systèmes A et B, caractérisés par les mêmes pressions P, volume P et nombre de particules N. Alors, on enlève la paroi, on nous demande de calculer la variation d'entropie dite de mélange dans les différents cas suivants. Alors, premier cas, toutes les particules contenues dans A sont identiques, toutes les particules contenues dans B également, mais les particules de A sont différentes de celles de B. Et enfin, deuxième cas, les particules sont toutes identiques. Alors, j'ai représenté sur un schéma en fait, le système thermodynamique en question. Donc, on a nos deux parois adiabatiques, oui, on peut dire ça. Séparées dans nos deux systèmes par une paroi. Le premier contient n particules, on a un volume V1, température T. Le deuxième, n particules également, volume V1, température T. À un moment donné, on enlève la paroi et on regarde ce qui se passe. Alors, l'entropie de mélange, ça va être la différence des entropies, autrement dit, la différence entre l'entropie finale de mon système et mon entropie initiale. Dans le cas numéro 1, ben, A est différent de B, hein, on a deux particules différentes. L'entropie initiale est une entropie qui est fonction de N1, de V1 et de T, plus, donc c'est l'entropie de ma première paroi, mon premier élément de volume, plus l'entropie de mon deuxième élément, puisque l'entropie est extensive, est une grandeur extensive, je vous rappelle, donc qui est toujours fonction de N1, V1, T1. Et par contre, mon entropie finale, eh bien, pour le premier système, on enlève la paroi, donc tout simplement le volume va être multiplié par 2. Donc en fait, mon entropie finale va être une entropie S fonction de N1, 2 fois V1 et T, plus l'entropie de mon deuxième système, bah c'est pareil, mon deuxième système il va évoluer dans un volume qui le double. Donc c'est une entropie qui est fonction de N1, de 2V1 et de T. On en déduit delta S, qui est la variation d'entropie, qui est égale à 2 fois le nombre de particules, fois la constante de Boltzmann, fois la différence des logarithmes népériens entre 2V et moins V. Bon, cette différence, c'est log de A moins B, c'est log de A sur B, donc log de 2V sur V, c'est log de 2. Ok. Il y a une erreur ici, j'ai mis log de V, mais c'est log de 2. Bon. Ouais, c'est log de 2. Bon. Vous prenez cette formule, ça vous le rayez, c'est pas bon. Bon, le deuxième KBD, c'est bon, mais le volume, en fait, il dépend pas du volume, il dépend du logarithme des périodes de 2, ok? Bon, la variation d'entropie est un phénomène irréversible. Alors, dans le cas numéro 2, ben, en fait, on considère que A égale B, hein, donc l'entropie initiale va être égale à 2 fois l'entropie de N1, V1, T1, et l'entropie initiale va être égale à l'entropie de 2 fois N1, 2 fois V1 et T. Autrement dit, c'est égal à 2 fois l'entropie de N1, V1, T. Et à ce moment-là, la variation d'entropie est nulle, il n'y a pas de création d'entropie. Oui, en fait, c'est le deuxième exercice de physique statistique, le modèle d'Einstein. Alors, on considère un solide constitué de grands N atomes situés au nœud d'un réseau cristallin qui peuvent vibrer autour de leur position d'équilibre. En première approximation, on peut représenter le solide comme 3 N oscillateurs harmoniques discernables, identiques et indépendants. Dans le modèle d'Einstein, tous ces oscillateurs ont la même pulsation oméga. L'énergie de ces oscillateurs est quantifiée et peut prendre les valeurs suivantes. On dit que l'énergie de mon oscillateur peut être égale à h bar oméga fois n plus 1,5, donc elle est quantifiée de manière discrète, hein, avec n prenant toutes les valeurs des antinaturels possibles, donc de 0 à l'infini. Donc pour chaque énergie, il y a un seul état. Donc on nous demande en petit a de calculer la fonction de partition z pour un oscillateur, d'en déduire l'expression de la fonction de partition grand Z du solide, d'exprimer son énergie interne grand E et de calculer sa chaleur spécifique, et enfin de comparer le résultat avec une collection d'oscillateurs harmoniques, et on nous pose la question qu'est-ce qu'on retrouve dans le cas classique et dans quelles limites. Voilà. Alors, solution. Donc pour un oscillateur harmonique quantique, d'accord, donc la fonction de partition, ça va être la somme des fonctions de partition de tous mes niveaux d'énergie. Donc autrement dit, ça va être la somme, ça va être une sommation infinie, hein, pour être variant de 0 à l'infini, exponentielle moins bêta, bêta étant la constante de Boltzmann, l'inverse de la constante de Boltzmann,
fois la température, d'accord, fois l'inverse de la température, multiplié par h bar, constante de Planck réduite, oméga, facteur de n plus 1,5. Bon. Donc on a une somme infinie qui fait intervenir une exponentielle. Bon, cette exponentielle, je vais la scinder. Hein. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Le terme en exponentielle moins bêta h bar oméga fois 1,5, il ne dépend pas de ma somme de ma sommation, d'accord? Donc je le sors de ma sommation. Et j'ai donc que z égale l'exponentielle moins bêta h bar oméga sur 2 multiplié par la somme de n égale 0 à l'infini de l'exponentielle moins bêta h bar n oméga. Mais on sait que donc on a le résultat sur les séries, la somme d'une suite géométrique de raison Q où Q est strictement inférieur à 1. On va voir que c'est le cas ici. Je la donne, donc c'est la somme pour n variant de 1 à l'infini des Q puissance n, c'est 1 sur 1 moins Q. Autrement dit, en utilisant ce résultat, puisque exponentielle moins bêta h bar sur 2 est strictement inférieur à 1, d'accord, c'est l'exponentielle de moins un terme positif, donc c'est 1 sur e. Oui, c'est ça. Bon, donc on a notre fonction de partition grand Z qui vaut exponentielle moins bêta h bar oméga multiplié par l'inverse de 1 moins exponentielle moins bêta h bar oméga. Je multiplie en haut et en bas par exponentielle bêta h bar oméga sur 2 pour pouvoir faire apparaître un sinus hyperbolique, d'accord? Donc vous savez que les sinus hyperboliques de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x, moins exponentielle moins x sur 2. Hein. Je répète, le sinus hyperbolique de y, c'est égal à exponentielle y plus exponentielle moins, décidément exponentielle moins y, le tout sur 2. Et j'ai donc la fonction de partition de mon système est égale à 1, donc est égale à l'inverse de 2 fois le sinus hyperbolique de bêta h bar oméga sur 2, où bêta vaut 1 sur kbt. Kb constante de Boltzmann, T température. Donc deux remarques. La première, donc à basse température, donc pour bêta très petit devant 1. Non, en fait c'est le contraire, c'est génial. Si c'est à basse température, bêta est très grand devant 1, puisque 1 sur bêta va être petit. Bon, les effets quantiques sont présents. Et on a bêta h bar oméga sur 2, qui est très grand devant 1, en fait. Donc on a z qui peut se mettre sous la forme qui a approximativement égal à 1 sur bêta h bar oméga, autrement dit kbt sur h bar oméga. La physique classique est retrouvée à haute température, en fait. La granularité de l'énergie n'est plus pertinente à ce niveau-là, puisqu'effectivement, à haute température, on ne peut pas considérer que ces particules, il y a une telle agitation thermique que toutes les particules s'entrechoquent à des vitesses immenses. Et donc notre somme discrète devient une somme continue ici. Mais le cas discret n'a plus sa pertinence. Alors, fonction de partition du solide. Ben, grand Z, c'est Z à la puissance 3Z, puisqu'on est en 3 dimensions. Et la valeur moyenne de l'énergie, c'est l'opposé de la dérivée partielle par rapport à bêta du logarithme népérien de Z. Donc, valeur moyenne de l'énergie, c'est 3Z fois la dérivée partielle par rapport à bêta du logarithme népérien de 2 sinus hyperboliques de bêta h bar oméga sur 2. C'est donc égal à 3 fois le nombre de particules divisé par 2 fois le sinus hyperbolique de bêta, notre constante thermodynamique, multiplié par h bar, constante de Planck, multiplié par la pulsation oméga divisé par 2, le tout multiplié par 2 fois le cosinus hyperbolique de bêta h bar oméga sur 2, multiplié par h bar oméga sur 2. Bon, je vous laisse le calcul. Je suppose que vous savez calculer la dérivée de sinus hyperbolique de x et d'utiliser la composition dans la dérivation g rho f', c'est g' rho f fois f'. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous n'avez aucun souci avec ce type de calcul différentiel. Et donc la valeur moyenne de l'énergie va se mettre sous la forme 3 fois le nombre de particules sur 2, multiplié par h bar oméga sur la tangente hyperbolique de bêta h bar oméga sur 2. Hein, tangente hyperbolique, c'est sinus hyperbolique sur cos hyperbolique. Donc on a nos deux cas limites. Pour KB très grand devant h bar oméga, ben on a 3n sur 2, h bar oméga sur bêta h bar oméga sur 2. Autrement dit, ma valeur moyenne de l'énergie, ça sera 3 fois le nombre de particules par le produit de la constante de Boltzmann par la température de mon système. Si KBT est très petit devant h bar oméga, ben en fait, la valeur moyenne de mon énergie, ça sera 3n sur 2, h bar oméga, autrement dit 3n, h bar oméga sur z. Il y a la fonction de partition là. Non, 2, qu'est-ce que je dis sur 2 sur 2. Ok, maintenant on va calculer donc la capacité calorifique de mon système.
Donc la capacité calorifique est donnée par cette relation. C'est la dérivée partielle de la valeur moyenne par rapport à de l'énergie par rapport à la température, hein. Ça me permet de mesurer une variation infinitésimale de température, quel est son impact en termes de variation énergétique. Bon, dérivée par la température, on ne sait pas trop faire, donc on utilise le paramètre intermédiaire bêta. Et donc cette différentielle, cette dérivée partielle, en fait, c'est la dérivée partielle de bêta par rapport à t, multipliée par la dérivée partielle de la valeur moyenne de l'énergie par rapport à bêta. Ok? On fait intervenir ceci puisque bêta c'est 1 sur kbt, donc la dérivée partielle de bêta par rapport à t c'est moins 1 sur t carré fois la constante de Boltzmann. Je vous rappelle que CHX sur SHX prime c'est moins 1 sur CH sur SH carré x. Et donc la capacité calorifique de mon système va se mettre sous la forme. Bon, je vous épargne cette première ligne de calcul qui est une ligne de calcul purement calculatoire. Donc 3 fois oméga kb sur 4 fois h bar carré oméga carré sur kbt carré multiplié par 1 sur sinus carré hyperbolique de bêta h bar sur oméga. De bêta h bar oméga sur 2. Pour kbt très grand devant h bar oméga, on retrouve que c'est à peu près sensiblement égal à 3n fois kbt fois kb. Pour kbt très faible, très petit devant h bar oméga, vous obtenez une capacité calorifique qui tend vers 0, en exponentielle moins bêta h bar oméga qui tend vers 0. Voilà. Et je vous ai représenté donc l'évolution de cette capacité calorifique en fonction de la température. On obtient une courbe de cette nature avec un point d'inflexion ici. On a un décollage à h bar oméga sur 2, donc pour une certaine pulsation, en-delà duquel la capacité, il n'y a pas de capacité calorifique. Et on retrouve le cas classique vraiment à haute température. Donc voilà pour ces deux exercices de thermodynamique, de physique statistique, assez complets, qui peuvent être des sujets d'examen, des sujets de partiel, voire des sujets de concours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.